Merci de prendre le rendez-vous de votre émission dominicale Week-Echo. Bonjour à toutes et à tous. Premier examen scolaire, le certificat d'études primaires CEP couronne la fin des études primaires pour les enfants désireux de poursuivre les études dans l'enseignement secondaire. Cet examen qui représentait il y a quelques années encore un label incomparable de l'élévation intellectuelle voit son prestige tomber de plus en plus bas. Au-delà du parchemin qui ne donne d'ailleurs plus droit à un quelconque recrutement, à quoi sert aujourd'hui le CEP? Faut-il supprimer ou non cet examen? On va en débattre avec un conseiller pédagogique à la retraite. Mais avant, on va parler de l'assurance maladie désormais obligatoire pour toutes les personnes qui résident au Bénin. Une assurance maladie qui garantit un panier de soins de base. Pourquoi une assurance maladie et quel enjeu pour sa mise en œuvre au Bénin? Le décryptage avec les confrères va s'y intéresser. C'est donc parti pour votre émission. Vous savez, le premier arrêt qu'on marque d'habitude, c'est le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week-Echo. Sans les archives, les entreprises, la société civile et l'État ne seraient-ils pas paralysés? Tout porte à croire que oui. Mais face à l'évolution du numérique et l'intelligence artificielle, la pratique archivistique connaît un point tournant obligeant les professionnels à archiver désormais la data. Rodrigue Babagbeto. Pour classer et conserver les documents hors d'usage pour une consultation éventuelle, ce classement était l'unique option des archivistes. Aujourd'hui, l'usage de cette option se fait de plus en plus minime. Pour cet archiviste, le numérique et surtout l'apparition de l'intelligence artificielle ont révolutionné la pratique de l'archivage. L'intelligence artificielle intervient dans le domaine des archives. En quel sens? Il existe aujourd'hui divers logiciels qui permettent à l'archiviste d'appréhender, d'auditer, de classer et de verser ces informations, ces données produites par l'entreprise dans un système d'archivage électronique. Je dis, nous sommes à l'ère de l'archivisme 3.0. L'archiviste 1.0, c'est celui qui gère les documents papier classiques. L'archiviste 2.0, c'est celui qui s'occupe de la gère tout simplement. Et l'archiviste 3.0, c'est celui qui s'occupera maintenant de la question des big data. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est du big data, il s'agit. Les volumes d'informations et la nature des documents numériques font que les documents ne peuvent plus être manipulés physiquement. Le Bénin œuvre depuis peu pour rendre son administration intelligente. De nombreux actes sont mis sur le site du gouvernement et de nombreux services sont disponibles pour faciliter à la population l'obtention des documents administratifs. Si le digital prend le pas, l'archiviste ne disparaît pas pour autant. En ce qui concerne les services, par exemple, dans la conception du logiciel, par exemple, cela nécessite essentiellement 3 acteurs. Il y a d'abord l'archiviste, il y a l'informaticien, il y a le service juridique. L'archiviste intervient en quel sens? Lui, il s'occupe de la conception du plan de classement, du tableau de gestion, c'est-à-dire du système d'archivage électronique en fait. Nous, archivistes, en tout le monde se dit, on espère vivement qu'on n'assistera pas plus tard, comme tel est le cas aujourd'hui, où on parle du vrac de documents, qu'on n'assistera pas au vrac numérique. Récemment a été lancé le Data Center, le centre de conservation des données numériques. Une révolution qui nécessite tout de même que les sachants du domaine soient formés convenablement afin de relever les nouveaux défis d'archivage. Que ce soit au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région, la formation en fait, dans le domaine des archives est un peu dépassée. Elle est encore classique. Pour outiller l'archiviste béninois, je vais prendre le cas, à faire face au Data Center, il va falloir déjà que l'école formatrice des archivistes prévoit son système d'enseignement, les programmes de formation, pour orienter les cours vers le numérique. Ceci, l'Estonie l'a compris et les serveurs savent tout des citoyens et conservent les archives du pays, faisant économiser ainsi chaque année 2% de la richesse du pays. Les archives sont d'importantes institutions du patrimoine culturel et elles jouent également un rôle essentiel pour garantir la responsabilité et la transparence.
L'université d'Abomey-Calavi forme des universitaires depuis plus de 50 ans. 5 décennies de formation et de recherche. Quels sont aujourd'hui les impacts des recherches scientifiques et universitaires sur le développement du Bénin? Pour mieux en savoir, Patrick Adiagodjo a rencontré quelques enseignants de l'UAC. Voici son reportage. L'université d'Abomey-Calavi a 50 ans. Tant d'années se sont écoulées depuis 1970. Des dizaines de milliers d'étudiants formés ainsi que des enseignants chevronnés sont sortis de cette prestigieuse université. Un demi-siècle de formation, de recherche, mais aussi d'innovation au service du développement du Bénin. Vous avez beaucoup de départements qui ont été créés, de nouvelles facultés qui ont été créées, de nouvelles écoles professionnelles qui ont été créées. Et au même moment, il y a eu beaucoup de laboratoires qui ont accompagné ces écoles-là. Et au sein de ces laboratoires, beaucoup de choses se font en matière de recherche à l'université. Des recherches scientifiques aux innovations technologiques, en passant par la création des laboratoires, l'université d'Abomey-Calavi a connu beaucoup d'avancées au fil des années. 50 années après, que sont devenus les fruits de ces recherches universitaires? Les résultats, c'est beaucoup de soutenance, de master, de licence et même de thèse. Parce que c'est des thèmes que vous donnez aux étudiants, vous les accompagnez et après, c'est le résultat qu'un jour, il vient exposer à la face publique et qui fait, n'est-ce pas, le fruit de ces recherches. 50 ans sont passés, mais je peux vous dire beaucoup de choses ont été faites. Par exemple, sur le plan agronomique. On a travaillé sur le baume de la noix de cajou, qui est un produit vraiment très très utile et essentiel et que nous exportons régulièrement chaque année pratiquement vers les pays asiatiques. Ça, c'est certains jeunes qui ont travaillé avec moi et sur le compost. Et quand ils ont fini leur travail, ils ont dit, professeur, nous allons nous auto-employer. Ils ont créé leur entreprise aujourd'hui, ils vivent de ça. Ce compost, c'est un produit très riche et on a travaillé là-dessus pendant près de 3 ans et on a pu obtenir un bon produit de qualité. Quand vous arrivez dans le secteur santé, des gens ont eu des brevets dans le secteur qui sont appliqués, qui sont connus. Ils se sont associés avec des grandes firmes et ont produit des médicaments que nous utilisons aujourd'hui. Outre le domaine de la santé, de l'agroalimentaire, des sciences humaines, de la chimie et du génie civil, la recherche s'est enrichie d'énormes progrès, mais manque de visibilité. Le passage de l'étape de la recherche terminée au produit utilisé a besoin de beaucoup de moyens et a besoin d'être organisé, comme on organise les filières. Normalement, il devait y avoir un véritable partenariat entre le secteur privé et l'université. Puisque nous ne sommes là que pour développer des idées, développer des innovations. Prendre de nouvelles réformes incitatives qui encouragent et valorisent les recherches universitaires est donc une nécessité. Mieux, en faisant l'option de doter nos universités publiques d'un cadre institutionnel pour assister et financer les projets de recherche pourrait bien être un gage de développement soutenu et durable. Investir dans les infrastructures vertes est un moyen efficace pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les infrastructures vertes sont un ensemble d'écosystèmes naturels qui peut aider les collectivités à réduire leur empreinte carbone. Suivons ce reportage de Amandine Anyambossou pour plus de détails. La Terre connaît aujourd'hui 16 des 17 années les plus chaudes jamais enregistrées depuis 2001. Selon la NASA, la lutte contre les changements climatiques est une priorité mondiale et l'installation des infrastructures vertes apparaît comme une solution. Une infrastructure verte est un espace d'agrément couvert de végétation. Ça peut être des arbres ou des plantes herbacées dans un objectif de récréation ou dans un but ornemental. Il fait plus chaud aujourd'hui qu'avant, ainsi de suite. Si nous voulons changer cette donne-là, l'une des meilleures manières, c'est de planter des arbres. Parce que non seulement ça va embellir les milieux dans lesquels ces arbres sont plantés, mais aussi ça va favoriser la production d'oxygène, ça va donner de l'ombrage et par tous ces moyens-là, ça peut aider à baisser la température, on a dit dans une fourchette de 1 à 5 degrés. Donc, si on veut lutter vraiment contre le réchauffement climatique, planter des arbres est une bonne solution.
À en croire certaines études, l'infrastructure verte peut offrir plusieurs avantages sur le même territoire. Malheureusement, il en existe peu au Bénin. Selon l'OMS, normalement, on doit avoir 10 mètres carrés des espaces verts polygonaux, oui, par habitant, mais les recherches de thèse que j'ai faites ont montré que pour les 5 villes parcourues, Ouidah, Porto-Novo, Cotonou, Calavi et Sémékbodji, c'est Ouidah qui est la ville la plus riche. Et là, les populations ne disposent que de 0,27 mètres carrés par personne. Donc, si on compare ça à la norme, c'est que le Bénin est très en arrière. En effet, plusieurs raisons expliquent ce manque d'intérêt pour les infrastructures vertes. C'est des infrastructures qui nécessitent des investissements en termes de coûts pour les mettre en place et également pour les entretenir. Il y a également cet aspect de manque d'éducation à la protection de l'environnement, c'est-à-dire éducation à l'éco-citoyenneté qui fait qu'on ne perçoit pas l'importance déjà de ces espaces-là et ensuite on ne sait pas comment les entretenir. La solution réside alors dans l'adoption de programmes et projets de financement allant dans le sens de la préservation de la nature. Il y a différentes politiques ou différentes méthodes qui sont mises en place pour promouvoir les infrastructures vertes. Ça va de ce qui est prévu à l'échelle du gouvernement à ce qui est prévu à l'échelle décentralisée dans les communes à travers les schémas directeurs d'aménagement des communes qui prévoient déjà que la commune s'investisse dans la mise en place des espaces verts, des infrastructures vertes. Et donc, c'est un travail vraiment à l'échelle nationale et également déconcentré, mais aussi qui doit être vu du point de vue micro, c'est-à-dire la famille. Donc, il faut qu'ils sachent que les infrastructures vertes sont autant importantes que les infrastructures grises et que les populations en ont vraiment besoin pour leur épanouissement et leur bien-être. Investir dans les infrastructures vertes revient à atténuer les émissions de gaz à effet de serre et inciter les populations à trouver ensemble des stratégies communes de lutte contre les changements climatiques. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas, Week-Eco se poursuit avec Ulvaïus Balogun. Et notre aventure se poursuit avec, à présent, la revue de presse économique. Amis de la plume et du papier, bonjour. Les produits vivriers sont en pleine hausse de prix et c'est ce à quoi s'intéresse une parution du quotidien de Menantin. Un confrère de fraternité fait le compte rendu de sa descente au marché de Glo où il réalise que la mévente dicte sa loi du fait de la hausse des prix des produits. Entre autres, le litre d'huile d'arachide, autrefois à 600 francs CFA, est désormais à 1200 francs. Le maïs et le haricot, respectivement à 150 et 300 francs CFA auparavant, sont désormais au prix de 350 pour le maïs et 900 francs pour le haricot. Le chlorure de soutien, appellation des étudiants donnée à la farine de manioc communément appelée gari, est désormais à 500 francs CFA la mesure, alors qu'il coûtait 150 francs CFA. Les prix ont doublé, voire triplé. Et pour le quotidien Gaskiani Info, si le prix du gari est si élevé, c'est à cause de la diminution progressive de la production depuis ces dernières années. Une baisse de production due à l'installation d'usines de distillation d'alcool dans les deux régions principales où est fabriqué le gari, à savoir Savalou et Savet. Ces usines se seraient installées pour fabriquer de l'alcool à base de manioc, drainant ainsi vers elles de nombreux producteurs qui délaissent le gari dont l'inconvénient serait qu'il demande beaucoup de travail. En attendant que les producteurs ne reviennent à de meilleurs sentiments, le gouvernement trouve judicieux de céder les stations de la Sonacop à 2 sociétés privées. C'est ce que nous apprend le quotidien du service public. Entre ces lignes, le confrère du journal La Nation informe que le Conseil des ministres a fait l'option de céder les stations de la société à 2 autres privés ayant fait les propositions les plus intéressantes après analyse des offres reçues. Il s'agit de la société Oris qui reçoit 63 stations et la société Bénin Énergie à qui l'on en cède 65. D'après le quotidien Fraternité, le foncier fera l'objet d'un bail, de même que la station Ornano située au carrefour dit des 3 banques.
Autre décision issue du Conseil des ministres, le délai de paiement des créances de l'État envers les PME qui connaît une réduction. La Nation en parle et fait savoir que le paiement des créances des micro, petites et moyennes entreprises MPME sera désormais de 30 jours calendaires au plus dès la constatation du service fait. Une décision qui va bien au-delà de ce que prévoit la loi pour le grand bonheur de ces entreprises. Des entreprises qui bénéficient de plus en plus de facilités de la part du gouvernement. 8 nouveaux e-services viennent s'ajouter à la plateforme nationale des services publics. D'après le journal La Nation, à travers ces nouveaux e-services, le gouvernement facilite l'accomplissement des formalités aux entreprises, notamment celles qui postulent aux appels d'offres. Les principales pièces d'un dossier d'appel d'offres sont désormais à leur portée juste par quelques clics. Il s'agit entre autres du permis de travail, du visa du contrat de travail pour nationaux. Et ce n'est pas tout, il y a mieux que réserve le gouvernement. C'est ce que nous apprend le quotidien. Nous en parlerons probablement lors de notre prochaine revue de presse. D'ici là, portez-vous bien. Et je le disais, l'assurance maladie est désormais obligatoire au Bénin. Elle prend effet au plus tard le 1er janvier 2022. Une assurance maladie pour tous. Pourquoi maintenant et comment l'opérationnaliser? Le décryptage. Et comme d'habitude, avec les confrères en plateau pour en parler, je reçois pour vous ce matin Yves Patrick Leco. Yves, bonjour. Bonjour Yves, bonjour téléspectateurs de BB24. À côté de Yves, il est également là, Laurent Tonenke. Laurent, bonjour. Yves, bonjour. Bonjour Yves Patrick Leco et bonjour aux téléspectateurs de BB24. Alors, chers confrères, la question s'adresse à vous deux. Comment appréciez-vous cette obligation pour tous ceux qui résident au Bénin d'avoir une assurance maladie? Merci Ilvaïs, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les citoyens béninois parce qu'en réalité, quand vous savez un peu comment ça se passe, les soins de santé pour nos populations dans les centres de santé, c'est un peu difficile. Et parfois, des citoyens qui se retrouvent dans les centres de santé et qui sont négligés, on ne prend pas soin d'eux souvent parce qu'il faut de moyens et rien que pour un paracétamol, des gens succombent. Et donc, avec une assurance maladie pour tous, je crois que c'est une bonne nouvelle pour ces populations. Vous y rendez, le personnel de santé a l'obligation de vous soigner. Et donc, on ne peut que remercier le gouvernement pour cette initiative. Alors Yves, cette initiative quand même que Laurent trouve intéressante. Elle est intéressante, cette initiative, et il faut rappeler qu'elle tire sa source de la loi sur la protection de la santé des personnes au Bénin, une loi déjà en vigueur. Et donc, dès le 1er janvier 2022, il faut que tout le monde soit assuré au Bénin en ce qui concerne l'assurance maladie. Et si vous vous rappelez, pendant la campagne électorale dernière, le chef de l'État, enfin réélu, Patrice Talon, qui était en campagne avec sa colistière Mariam Chabi Talata, a dit, enfin il a fait l'annonce, mais il dit, bon voilà, on est en campagne, il ne faut pas tout dire, il peut être sanctionné dans les urnes. Mais ce qui est sûr, c'est que la décision était déjà là, contenue dans une loi, et c'est bienvenu, selon moi, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la maladie ne prévient pas. Tout à fait. Vous avez beau avoir un salaire, vous avez beau avoir des rentrées d'argent en fin du mois, si vous êtes commerçant par exemple, si vous êtes particulier, vous êtes déjà calibré, surtout sous nos cieux, vous savez que il faut voilà le loyer, la popote et tout, et une maladie intervient, ça vient tout bouleverser. Donc l'assurance qui, au-delà de tout, est un contrat aléatoire, un peu avec nos véhicules, vous voyez, chaque année, on ne souhaite pas faire un accident, mais vous mettez de l'argent tout le temps dedans. Donc, l'assurance, c'est un contrat aléatoire
il faut y aller quand il s'agit de la maladie parce qu'elle ne prévient pas une maladie. Et quand ça survient, il faut sortir de l'argent pour aller en consultation. Il faut sortir de l'argent pour faire les analyses, pour acheter les médicaments, pour l'hospitalisation, si cela est nécessaire. Donc, c'est bienvenu cette ça va décision. obliger les agents de santé tout au moins à donner les tout premiers soins. Voilà, oui, parce que... En fait, on dit toujours, il est écrit que dans notre droit fondamental, que le droit à la santé est un droit fondamental, mais est-ce que dans les faits, dans la pratique, est-ce que ça se constate? On se demandait toujours, est-ce que c'est un droit fondamental? Aujourd'hui, la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 vient rappeler cela aux personnels de santé. Et puis maintenant, puisque l'assurance maladie est obligatoire, vous payez, vous souscrivez, et puis quand vous avez un souci, le personnel de santé a l'obligation de vous administrer les premiers soins. C'est ça, tout le temps. Alors, il est dit, vous voulez... Oui, c'est pour cela qu'on dit que le droit des patients et des usagers sera renforcé dans le cadre de cette loi-là, sans pour autant être roi comme un client dans un marché ou dans une boutique, mais le patient et l'usager des centres hospitaliers. Et techniquement, voilà. même le patient est roi à l'hôpital, puisqu'il a besoin de soins. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, il est dit dans la loi que les travailleurs indépendants ont l'obligation de souscrire à cette assurance maladie pour leur propre compte. Alors, quand on sait que, avec la cherté de la vie qu'on connaît au Bénin, le niveau du coût de la vie qui n'est pas aussi élevé que ça, on se pose des questions. Est-ce que le travailleur indépendant pourra cotiser pour son assurance maladie? La santé n'a pas de prix. J'estime que quel qu'en soit le niveau social de ce travailleur indépendant, il pourra souscrire. Et je ne crois pas que le montant que le gouvernement fixera sera au-dessus de la capacité financière du travailleur indépendant. Vous savez que les gens ne mangent pas une fois par jour. Oui, justement, dans cette même lancée, il y a le projet H, il y a aussi un projet du ministère de la décentralisation qui a recensé les extrêmes pauvres et qui permet à ce que chaque mois, on verse une subvention à ces populations extrêmes pauvres. Donc, si on vous verse ces cotisations, ces sous et que vous ne pouvez pas, vous êtes même incapable de verser la part pour l'assurance maladie, je crois que c'est là vous-même qui péchez contre votre santé. Donc, la santé n'ayant pas de prix, quel qu'en soit le coût qu'on doit fixer, puisque vous avez la garantie que vous avez les premiers soins de santé et que par le passé, rien que pour un paracétamol, des gens succombaient dans nos hôpitaux et que vous avez l'assurance que quand vous payez ça, tout au moins, vous avez le paracétamol, vous avez les premiers soins. Je crois que ça n'a pas de prix. On ne doit pas lésiner sur les moyens et dire que le gouvernement devrait aller faire du hautement social en griffe. C'est de notre santé qu'il s'agit. Et si nous sommes indépendants, nous devons nous donner les moyens de nous assurer quand nous avons un problème de santé, on sera pris en charge aussi facilement. Alors Yves, vous l'évoquiez tout de suite que quand on a sa paye, il faut programmer le mois avec toutes les charges que nous avons. Voilà. Et voilà qu'une autre charge vient s'ajouter, celle de l'obligation de souscrire à l'assurance maladie. Oui, c'est comme les propriétaires de véhicules qui ont l'obligation de souscrire une police d'assurance pour leur véhicule. Et ajouté à ça, il y a la taxe sur les véhicules à moteur, la TVM, il y a la visite technique et autres. Donc, on fait des efforts. On fait des efforts d'économie pour pouvoir faire face à ces charges-là. Je crois que c'est des efforts supplémentaires qui seront également demandés à tout le monde, puisque c'est de la santé qu'il s'agit. Oui, il s'agit de la santé, mais il faut vivre aussi, il faut vivre pour se soigner. Quand on sait que les salaires n'ont pas augmenté, que le niveau de vie augmente de jour en jour, aujourd'hui les denrées de première nécessité coûtent de plus en plus cher. Alors, c'est difficile. C'est difficile, mais il faudra voilà, parce que c'est... Entre souscrire et être pris en charge plus tard, ou ne pas souscrire, être abonné sur le carreau, c'est à vous de choisir. Alors, il est intéressant également... Je crois, si vous permettez, que... peut-être les voies et moyens sont déjà en train d'être mis en œuvre pour pouvoir étudier les coûts pour qu'ils soient abordables à tous les citoyens, parce que ça, c'est de la vie qu'il s'agit. Je crois, on nous a annoncé le 23 mai dernier, à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment du chef de l'État, que le mandat sera hautement social. Si
le social se tourne aussi de ce côté-là, ce serait appréciable, fort appréciable d'ailleurs. On va revenir sur le projet Arche, qui semble être au cœur de ce hautement social. Mais déjà, il est toujours dans la loi, après les travailleurs indépendants, il est dit dans la loi que obligation est faite aux employeurs publics ou privés de souscrire entièrement à leur charge l'assurance maladie obligatoire pour leur personnel. Alors aujourd'hui, on sait qu'on a des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas toujours les moyens qu'il faut déjà pour faire face à leurs activités au quotidien. Mais en plus de ça, ils devront également souscrire une obligation qui leur est faite. Ça semble compliqué. Alors, quand vous prenez un employeur, son premier but, c'est d'abord avoir les moyens, en fait, réussir son entreprise, et dans son entreprise, avoir une plus-value. Donc, nous sommes dans un système capitaliste, je ne vous apprends rien. Et donc, le problème, c'est souvent leur intérêt, au détriment de l'intérêt de leurs employés. Et donc, on a toujours observé cette situation dans notre pays. Et parfois, quand vous avez des employés qui tombent malades, il y a de ces employeurs qui ont du mal à débourser des sous pour payer les soins de ces employés. Aujourd'hui, avec cette souscription pour l'assurance maladie, ce n'est pas beaucoup d'argent. En tout cas, avec le temps, on saura combien le gouvernement fixe pour ça. Je crois que tout employeur consciencieux doit pouvoir souscrire à cette police d'assurance pour son employé et lui permettre d'avoir l'assurance quand il sera malade. Ce n'est plus à lui, l'employeur, d'aller débourser des fonds, mais puisqu'il a souscrit par le passé, ça lui permet de subvenir aux besoins de son employé. Parce que vous savez, vous avez des familles dans lesquelles vous avez un parent, une femme, en tout cas un père, une femme et 2 enfants, et qui n'ont peut-être pas les moyens, un salaire dérisoire, peut-être le SMIC ou même en dessous du SMIC, et ils ne sont même pas déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. C'était déjà une erreur de ces employés. Et aujourd'hui, ces employés, quand ils tombent malades, ils n'ont pas le minimum aussi également. Et je l'ai dit, rien que pour un paracétamol, ils peuvent tomber. Et donc, si le gouvernement pouvait même faire obligation en tout cas, et suivre de très près ces entreprises privées, ce serait bien pour tous les employés qui travaillent dans le privé. Parce que pour le public, on sait que l'État le fera, mais pour le privé, il va falloir suivre ces employeurs et leur faire obligation de respecter strictement ce que dit la loi. Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes meurent silencieusement dans les entreprises privées, faute de moyens de frais de santé. Les entreprises privées sont au banc des accusés. Ils sont au banc des accusés, tout comme certaines entreprises du secteur parapublic. Vous imaginez qu'il y a des structures qui retiennent une partie du salaire de leurs employés pour reverser à la Caisse nationale de sécurité sociale et qui ne le font pas malheureusement. Donc il va falloir qu'un suivi se fasse. Mais j'ai l'impression que depuis quelques années, depuis 2016 au moins, on ne fait plus rien au hasard. Actuellement, dans les entreprises, il y a cette affaire de facture normalisée. Il y a les certificats d'identification personnelle. Il y a l'IFU. Donc, je crois que tout le monde est suivi à la lettre. Il faut peut-être de la rigueur, il faut de la précision dans ce suivi-là. Et je crois que si tout le monde est suivi, si les entreprises sont suivies dans leur fonctionnement, on dribblerait difficilement le système mis en place. Donc, je crois que c'est du suivi qu'il s'agit pour que tout le monde ait gain de cause, pour que l'employé dans une structure n'ait plus à rencontrer un chemin, un calvaire dans son besoin de se faire soigner. Et on rappelle que la santé fait partie des besoins fondamentaux de l'homme. Donc, il faut vraiment que le suivi soit rigoureux et pour que les gens ne passent pas par les mailles, pour que les gens ne contournent pas le système. La santé au travail d'ailleurs qui est très intéressant. Et puis on va parler à présent du projet Arche qui semble être au cœur même de ce mandat hautement social. Le projet Arche a prévu, ou plutôt il est prévu grâce au projet Arche que le gouvernement prenne en charge les personnes les plus démunies. Ils ont droit à l'entière prise en charge des frais d'assurance maladie par l'État. Et vous le disiez, on ne peut pas donner de l'argent à des personnes démunies. Ils se sentiront incapables eux-mêmes de souscrire
à cette prise en charge. Est-ce qu'il ne faut pas au préalable, hein, c'est juste une idée comme ça, soutirer les frais de l'assurance maladie avant de leur donner le reste? Non, aujourd'hui, nous avons au moins un avantage, c'est que tout est dématérialisé. Oui. Et donc, le gouvernement suit tout déjà à la lettre. Et donc, même comme ce que vous proposez, le gouvernement pouvait le faire en son temps. Mais toujours est-il que déjà avec le projet H, comme vous l'avez dit, il y a déjà des phases pilotes. Et on a vu avec les phases pilotes ce que ça a donné. Ça a donné un résultat satisfaisant. Donc, de ce point de vue, le gouvernement a certainement les moyens de contourner cette population-là. C'est vrai qu'il y en a qui vous disent qu'il manque du minimum, au point où quand on leur donne même l'argent qu'on leur donne gratuitement, ils sont incapables de débourser une partie de ces fonds-là pour faire ce qui doit être utile pour eux. Donc, le gouvernement trouvera certainement en son temps ce mécanisme. Mais je pourrais dire aussi que au-delà de ce projet H, il y a d'autres projets qui sont en cours qui doivent favoriser les plus démunis, les plus défavorisés. Donc, c'est déjà du hautement social. En fait, on est en plein pratiquement dans le hautement social. Vivement que ce soit concrétisé et qu'il n'y ait pas de couac. De couac, tout à fait. Alors, je le disais, hein, les personnes les plus démunies sont prises en charge à 100% et les personnes les moins nécessiteuses sont prises en charge à hauteur de 40% par l'État. Comment est-ce qu'on définit une personne démunie, une personne moins nécessiteuse? Non, il y a des critères, qui ont été bien déterminés. Par exemple, je me rappelle, moi j'étais pour une couverture médiatique, bien entendu, avec une délégation conjointe du ministère de la Santé et du ministère des Affaires sociales. On est allé dans les zones de Zinvier, non pas Zinvier, après à Bomé-Calavi. Non, enfin dans la zone, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi quand même. On est aussi allé vers Zinvier, après vers Glo, Tango et autres. Donc on est allé dans des habitations, on a rencontré des personnes qui au préalable avaient été déjà recensées comme étant plus pauvres. Donc les critères existent, et même au niveau de la Banque mondiale, au niveau de certains classements, il y a des critères qui existent. Vous n'êtes pas plus pauvre, vous n'êtes pas pauvre extrême lorsque vous avez par exemple une habitation en dur, vous avez accès à l'eau potable et autres. Donc, il y a des critères qui sont définis. Je crois que c'est au vu de ces critères-là que l'identification des personnes est faite dans ces régions-là. Bon, c'est vrai que le Bénin profond n'est pas vraiment éloigné. Il y a peut-être même à Cotonou, il y a des gens extrêmement pauvres. Il y a des extrêmes pauvres. Il suffit juste de jeter un coup autour de vous dans votre quartier. Donc, vous vous rendez compte, il y a des gens qui sont extrêmement pauvres, qui n'ont même pas le minimum. Donc, il y a des agents de terrain qui ont été formés pour l'identification sur la base de ces critères-là dont j'ai parlé. Et les personnes ont été... Et d'ailleurs, certaines personnes reçoivent déjà leur carte, leur carte, leur carte H, voilà. Donc, je crois que si ça peut s'intensifier, voilà, et si on peut aller vraiment à la recherche de ces plus pauvres-là, voilà, et étendre aussi la mesure à tout le monde. Voilà. Alors, le projet Arch, justement, ne prend en charge que 22 pathologies. Alors, ça veut dire que les autres pathologies sont laissées aux soins de la personne malade qui doit débourser de l'argent pour se prendre en charge, alors? Justement, quand on parle de 22 pathologies, il y a les pathologies qu'on connaît les plus usuelles qui sont proches du béninois lambda. Donc, le paludisme, le choléra, je ne sais pas. Donc, quand vous regardez tout ça, quand on parle de 22 pathologies, c'est tellement que la plus grande partie est comprise dans cette marge fixée par le gouvernement. Donc, au-delà de ça, si vous souffrez d'un mal qui dépasse les 22 pathologies, je sais tellement qu'il y aura un mécanisme pour prendre aussi en charge. Puisqu'on n'a pas d'assurance, et donc, au-delà de tout, il y aura toujours un mécanisme pour prendre en charge. Mais les soins de première nécessité pour les 22 pathologies est garanti, sont garantis. Alors, l'assurance maladie, c'est pour une personne. C'est pour une personne. Alors, ce qui veut dire que si je suis agent d'une entreprise et que l'entreprise souscrit à une assurance à mon nom et que ma femme à la maison ne travaille pas, elle est à la maison, comment est-ce qu'elle fait? On doit forcément souscrire à une assurance à part pour elle, alors? Non, il y a des structures où ça dépend de la police que vous souscrivez, ça dépend de l'offre il y a
il y a des structures dont les agents sont pris en charge, ainsi que leurs femmes et un nombre d'enfants bien défini. Donc, il y a des structures qui offrent l'assurance au seul personnel, d'abord, enfin, à l'agent, en attendant de l'étendre à sa femme, à ses enfants et autres. C'est comme les prises en charge dans les formations sanitaires publiques et certaines privées. Donc, et puis, cette affaire de 22 pathologies qui sont prises en compte, c'est comme une assurance où toutes les maladies ou toutes les prestations ne sont pas... Et même quand vous avez une assurance, il y a des soins qui sont à 80% par exemple, d'autres à 70%. Vous ne pouvez pas changer vos lunettes tout le temps. Il faut attendre 2 années. Donc, ça répond, je crois, aux critères d'une assurance. Alors, quel serait l'idéal? Et puis, à brebis tondue, Dieu mesure également le vent. Les pauvres ne souffrent pas de toutes les maladies. Justement, il y a des maladies réservées aux riches. Enfin, je veux être un peu fataliste en parlant de le plus chose. souvent, c'est vrai, le plus souvent, quand vous regardez les plus pauvres, c'est soit le paludisme, à la rigueur, et puis... maladies. Oui, c'est ceux qui ont un peu de moyens. C'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller à l'hôpital qu'on ne les dicte pas les autres maladies. Alors, on va finir là-dessus. Donc, je disais, quel serait l'idéal d'une assurance maladie pour un Béninois? Est-ce qu'on peut parler d'idéal? L'idéal, c'est peut-être prendre tout en charge. Bon, comme il a dit, il y a peut-être que pour des pathologies, c'est 80%, 70%. On ne sait pas si pour cette assurance que propose le gouvernement, c'est à 100%. Mais on sait que les premiers soins seront administrés aux patients. Maintenant, l'idéal... Vous savez, il n'y a pas... Dans le monde, il n'y a nulle part où on peut avoir l'idéal et tout ce qu'il y a... On tend vers l'idéal. Tout ne pourra jamais être parfait dans le contexte où nous sommes déjà au Bénin. Parce que, déjà, n'oubliez pas que nous avons un problème d'économie. Et donc, le gouvernement fait l'effort d'assurer le minimum aux citoyens. On doit déjà commencer par féliciter le gouvernement. C'est vrai qu'ils sont là pour ça, ils ont été élus pour ça. On n'a pas à les féliciter pour autant, mais déjà, on les remercie pour l'initiative et espérer qu'ils arrivent à parfaire ça pour le long terme. Patrick Logo? L'idéal pour moi, c'est de ménager sa santé. Malheureusement, la maladie ne prévient pas. Si, par exemple, pour prévenir l'hypertension, on peut se mettre au sport, si on peut essayer quoi manger, ne pas prendre en compte tout ce qu'on entend, parce qu'on tombe malade en écoutant tout, en s'énervant. Dépression. Donc, si... L'idéal pour moi, c'est de faire des efforts pour ne pas tomber malade. Merci à vous, chers confrères. Merci pour ce décryptage. À présent, on installe le dossier de la semaine. Je le disais, le certificat d'études primaires est devenu pour certains un diplôme sans utilité pratique, autant pour l'auto-emploi que pour accéder à un emploi salarial, que ce soit dans le public comme dans le privé. Et pourtant, on continue de passer cet examen. Faut-il supprimer ou non le CEP? On en parle juste après cet élément. Voilà qui donne le top par ici de la première épreuve entrant dans le cadre de cette évaluation. L'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2021. Répartis dans une dizaine de salles de classe, ces apprenants inscrits au centre de l'EPP Bégamé Sud ont bien démarré la composition. Je confirme, c'est effectif. L'examen du CEP 2021 démarre effectivement ce jour. Cette année, nous n'avons pas autorisé les parents à rentrer dans l'enceinte du centre, puisque dans les années antérieures, on a vu que lorsque les parents envahissent la cour de l'école, ça nous perturbe sérieusement. Et ça empiète sur le temps de démarrage. Bon gré, mal gré, la consigne est passée du côté des parents. Quelques-uns ont tout de même choisi d'attendre au portail le temps que la première épreuve soit lancée. Je suis mère d'un candidat. Je l'ai amené ce matin et j'attends tout simplement pour qu'on lance l'épreuve avant d'aller à la maison. Les dispositions ont été prises de manière plus meilleure que par rapport à l'année passée. Les dirigeants, donc, ils ont
eux-mêmes se sont chargés de diriger les enfants qui ne retrouvaient pas leur classe. Je vois que c'est une très bonne chose. J'aurais souhaité encore pour le prochain qu'ils passent un tableau avec les schémas des bâtiments en indiquant tel numéro à tel numéro, c'est dans telle classe. Au plan national, 242 066 candidats, dont 85 à besoins spécifiques, planchent depuis ce lundi. L'examen n'est pas différent des évaluations de classe et il ne sera demandé que ce qui a été enseigné. Les candidats en sont conscients, mais pour autant ne sont pas moins stressés. Dimanche soir déjà, le ministre des Enseignements maternels et primaires a formulé dans un message des mots d'encouragement à leur endroit. L'examen du certificat d'études primaires, faudrait le préciser, pour la deuxième année consécutive, se déroule sous le respect des gestes barrières. Le contexte de la pandémie du coronavirus oblige. Et vous l'avez compris, c'était l'élément du lancement des épreuves du CEP lundi dernier. Et on reçoit sur ce plateau donc pour parler du CEP, de la nécessité de supprimer cet examen ou non. On en parle avec un conseiller pédagogique à la retraite, M. Adrien Akani. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Et pour m'accompagner dans les échanges ce matin, Rodrigue Babaguito, une fois encore. Toujours présent au rendez-vous. Ilvaïs Balogun, comment allez-vous? Très bien, très bien. Rodrigue, êtes-vous d'accord aussi qu'il faille supprimer cet examen du CEP? Je crois que ma réponse, vous l'aurez plus tard, mais pour le moment, une chose est certaine, au Bénin, dans les territoires coloniaux, ce diplôme a suivi la création de l'école publique et le premier examen avait eu lieu probablement vers 1910, selon Michel Robert Gomez, un inspecteur de l'enseignement à la retraite. Vous l'aviez dit tantôt, Ilvaïs Balogun, le marché de l'emploi est de plus en plus exigeant sur la compétence, l'expérience et enfin le niveau d'études des demandeurs. La question de sa suppression suscite assez de polémiques. Adrien Akani, alors, la France, qui nous sert à tort ou à raison de modèle, a supprimé le CEP de son système éducatif depuis août 1989, soit 32 ans déjà. Selon vous, est-ce suffisant pour déclarer l'examen du CEP inutile? Merci, monsieur le journaliste. Je crois qu'il ne faut pas suivre bêtement notre patrie mère, parce que nous avons nos réalités au Bénin. Donc, c'est un cap, c'est un filtre pour les enfants afin d'aller au secondaire. À vous entendre, vous semblez être pour le maintien de l'examen du CEP. Je suis pour le maintien de l'examen du CEP. Mais pour quelle raison? Oui, parce que vous savez, la conscience professionnelle des enseignants ne leur permet pas quand même de faire passer des enfants en 6e. C'est-à-dire? Vous savez, avec la nouvelle génération, c'est qu'on est prêt quand même à faire tout avec de l'argent. Même pour passer un enfant en classe supérieure, on est prêt à prendre 5 000 et à corriger le bulletin. Donc il se pose un problème de conscience professionnelle des enseignants. Au niveau des enseignants. Donc la chose n'est pas faisable. Si on faisait cela, c'est que de quartier latrine dont on nous qualifie, on ira au quartier poubelle. Carrément. Mais on sait que l'examen du CEP vient sanctionner, pour le dire ainsi, les études au niveau du primaire. Mais vous parlez du maintien de cet examen-là, c'est-à-dire que sa suppression pourrait supprimer ou motiver la mort de l'enseignement primaire? Si, parce que vous savez, le CEP sanctionne les 6 ans de cursus scolaire du primaire. Et ça permet, c'est un filtre à l'enfant afin de jauger ses connaissances pour ce certificat-là, afin qu'on lui permette d'aller au collège. Et avec des problèmes, vous savez, du CI au CM2, c'est pas évident que l'enfant soit dans de belles conditions de travail. Peut-être que l'enseignant a fait 6 mois, toutes les années, et vous savez, donc l'enfant a encore des... Moi, j'appelle ça des lacunes, si on pouvait qualifier autrement, parce que moi, je dis les lacunes, c'est des petits lacs. Si c'est des fleuves, on allait, bon, je ne sais pas, souvent. Alors, il y a quand même que certains estiment qu'à défaut de l'examen du CEP, il serait quand même bien de faire juste un petit test pour permettre aux enfants de jauger leur niveau afin de les faire passer, que de leur faire subir le stress déjà en bas âge d'un examen. Vous savez, le test doit avoir les mêmes conditions qu'un examen. Sinon, si c'est le maître titulaire de la classe, ce n'est pas la peine.
Bien sûr, ça peut avoir les mêmes conditions et juste permuter les professeurs ou les maîtres de classe, comme vous le dites. Même permuter, ça ne règle pas le problème. Vous avez vu, dans une même école, les enseignants peuvent s'entendre. Alors que, vous savez, pour les examens, on vient d'ailleurs, on ne sait pas qui va surveiller l'enfant. Il y a ces conditions. Vous avez vu? Et puis, au moment de corriger, ce n'est pas l'enseignant de la classe ni de l'école qui corrige. Et c'est sous anonymat. Donc, on ne sait pas, vous ne savez même pas si c'est la feuille de votre enfant que vous corrigez. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer et on va favoriser certains enfants. Ce que je n'aime pas, parce que j'ai tellement aimé l'enseignement, même si je mourais, je revenais, je serais toujours enseignant. Oui, mais une chose est certaine, c'est que on fait des examens blancs tout de même dans nos établissements pour préparer les enfants à l'examen proprement dit. L'examen blanc pourrait suffire déjà. Voilà. Vous savez, même pour les examens blancs, bon, je quitte le CEP, je vais dans un collège de la place, à Papa, précisément, c'est que pour les examens blancs, au lieu de changer la classe au professeur, bon, sous l'effet, je ne sais pas de quel tempérament, on a mis les professeurs des enfants dans leur même salle. Donc, ce n'est pas un examen blanc. Vous avez vu? Parce qu'on a tendance souvent à aider. Parce que vous savez, il y a une familiarité où, bon, l'humain quand même est tenté d'aller vers celui qui connaît. Vous avez vu? Bon, moi, si ce n'est pas mon cas, même avec mon propre enfant, je ne prendrai même pas chose de lui durant toutes les épreuves. Les gens me connaissent, je suis tellement rigoureux. Mais à vous entendre, on a l'impression que le CEP a aujourd'hui même valeur que les examens tels que le BEPC et le baccalauréat. Mais pourtant, c'est un examen qui date de la période coloniale. Vous savez, ça date de la période coloniale, mais ça n'a pas la même importance. Quand moi, je passais, bon, avant le 26 octobre 1972, quand moi, je passais le CEP et je réussissais, c'est que ça vous permettait quand même d'aller vers un emploi. Bien sûr. Vous savez, Bien alors sûr. que même avec le bac, actuellement, même par exemple, peut-être à partir du doctorat, vous pouvez prétendre avoir un emploi. Oui. Vous avez vu? Donc c'est l'importance. À vous entendre, justement, on pourrait dire qu'on supprime le CEP et qu'on se concentre uniquement vers les autres examens. Non, c'est pas ça. Peut-être l'importance de l'emploi, mais pour par exemple l'importance de la connaissance, c'est qu'il faut maintenir cet examen. Vous avez vu, il faut maintenir, parce que ça permet, c'est comme c'était le probatoire où on permettait quand même, bon, le probatoire a été supprimé, où on permet à l'enfant de juger ses connaissances, parce que c'est pas tout le monde qui réussit au CPE, vous savez ça. Bien sûr. Donc c'est qu'il y a de plus en plus, on a des taux très excellents. Non, vous savez, pas sous ce régime. J'ai fait presque tous les régimes depuis la Révolution là. C'est pas sous ce régime. Parce que, vous savez, j'ai été toujours contre. Il y a eu un temps ici où il y avait un régime où déjà, depuis la salle, on aidait les enfants. À la correction, on les aidait. Il y a eu 100% de... Oui. Et parce que, vous savez, les autorités à l'époque voulaient maintenir leur place. Vous avez vu, on voulait faire plaisir. Si bien qu'on attendait qu'un département délibère et proclame, et puis on hausse le... Vous avez vu, c'était pas bien. C'était pas bien parce qu'il y a deux secteurs quand même qu'on doit prendre au sérieux, c'est l'enseignement et la santé. Alors, vous avez dit tout à l'heure, vous avez fait plusieurs régimes et actuellement vous êtes à la retraite, conseiller pédagogique à la retraite. Ne pensez-vous pas qu'il y ait quelque chose à changer dans cet examen du CEP quand même? Lui donner un peu plus de valeur, la même valeur qu'à votre époque. Vous savez, quand moi je passais le CEP, c'était un faute un quart qui était éliminatoire, 5 fautes un quart. Vous savez, on n'a même pas encore expérimenté la dictée maintenant et on veut supprimer. Parce que ce n'est pas encore éliminatoire la dictée actuellement. Bien sûr. Vous savez, donc il faudrait qu'on aille à l'élimination avant de savoir si on peut quand même changer autre chose. Ça dit, on fait tout à la hâte, à la va-vite dans ce pays. Il faut faire attention. Nous avons nos réalités et vous savez, ce n'est pas les conditions. Moi, par exemple, j'ai fait l'expérience, je suis resté dans le septentrion où j'avais un doyen à l'époque, autour de 92, ou par exemple fatigué, après une composition, une évaluation, il a donné des notes fantaisistes dans le cahier de notes. Là, vous voyez un peu. Bien sûr. Donc celui-là, par exemple, quand vous lui permettez quand même de faire un test à l'enfant, vous voulez qu'il fasse quoi? C'est une question de conscience. Et bon, c'est pas tout le monde, mais ceux qui ont la conscience professionnelle au niveau de l'enseignement, même primaire, sont peu nombreux. Parmi eux, on peut me citer. Parce que les gens ont fait l'expérience. Parce que la rigueur, là, j'y tiens. Parce que vous savez, lorsque l'enfant, même les 100% que vous dites, nous avons vu ces régimes-là où on faisait 5 mois de cours. 5 mois, on ne faisait que 5 mois. Et on favorisait encore les enfants. Donc l'enfant qui fait 5 mois pendant 6 ans, là, je me demande quel bagage intellectuel il a. Alors, il faut dire que l'examen du CEP datant de la période coloniale, aujourd'hui, on est face à un marché
où c'est plus les compétences qui sont exigées, la compétence, l'expérience et le niveau d'études ensuite, dans les curricula de formation. Ne pensez-vous pas qu'on devrait revoir la façon dont la formation est faite aux écoliers pour que, de la même manière qu'en votre temps, avec le CEP, on pouvait réussir à avoir un emploi, qu'aujourd'hui également, avec le CEP, certains puissent arriver tout de même à avoir un emploi. Et là, on allie peut-être la formation pédagogique avec un autre type de formation peut-être. Bon, vous savez, on peut quand même peut-être apprendre quelques métiers aux enfants. Mais, par exemple, à partir du CEP, on ne peut pas prétendre à un emploi comme en notre temps. Vous avez vu? Parce que les données ont changé. Et puis il y a la démographie. Vous savez, en notre temps, on n'était pas tellement nombreux. Vous avez vu, on n'était pas tellement nombreux. Et puis le colon, par exemple, au temps de nos parents, avait besoin quand même des commis. Des commis à l'époque, parce que celui qui passait le bac à l'époque, au temps de mes parents, était rare. Ceux qui passaient le bac, vraiment, ils étaient rares. Et vous voyez, bon, je ne sais pas quelle place ils occuperaient en ce moment. Donc, on peut changer. On peut changer, mais en tenant compte de la qualification des enseignants. Et cette qualification dépend des encadreurs. Parce qu'il faut mettre du sérieux, ce que nous ne mettons pas. Moi qui parle ici, vous croyez que les gens peuvent me prendre pour s'il y a des forats? Parce qu'ils vont savoir que celui qui dit la vérité et qui est rigide sur sa position, les gens ne les aiment pas au Bénin. Très souvent, j'ai fait l'expérience, même sur des plateaux à cause de ça, mais on ne me prend pas. Parce qu'on se dit, bon, celui-là, il va tout casser. C'est-à-dire, il ne va pas nous permettre quand même de goûter à notre chose, et à nos profits numéraires. Alors que moi, je ne suis pas là pour ça. Ça ne me dit rien parce que, vous savez, même par exemple, moi, j'ai fait l'expérience, j'ai été chef-centre avant d'aller à la retraite, où par exemple, il y avait 2 enfants venus en retard après 5 minutes, où j'ai pondu un rapport, mais j'avais eu 2 enveloppes de 200 000, mais j'ai refusé. Parce que c'est certains qui allaient prendre. Vous avez vu? C'est une question de conscience. Et vous voyez, quand on travaille comme ça, c'est que pendant la retraite, vous vivez en paix. Et ça vous prolonge la vie, ça me fait 6 ans de retraite. Bien sûr, alors, mais vous indexez, vous indexez les enseignants de n'avoir pas une conscience professionnelle. Pas tous les enseignants. En tout cas, quelques-uns, ou la plupart. Alors aujourd'hui, face à ce problème-là, qu'est-ce que vous recommanderiez? Voilà. Vous savez, c'est que nous avons des corps de contrôle. Moi, par exemple, à mon temps, quand j'avais débuté, bon, je n'étais pas à tuer à toi avec les inspecteurs. Ils venaient dans ma classe et je savais que c'était une autorité. Oui. Vous avez vu? Bon, peut-être tout à l'heure, l'enseignant a mangé avec l'inspecteur, avec le conseil pédagogique. Il a bu et c'est lui qui a financé. Vous voyez qu'il voit cet enseignant de quel œil. Ça dit, normalement, par exemple, pour ces autorités, il doit y avoir un fossé. On ne dit pas qu'ils seront des gendarmes, mais il doit y avoir un fossé. Ça dit, l'enseignant qui reçoit, le corps de contrôle doit savoir que, ah là, je reçois quelqu'un et je dois avoir peur, je dois travailler dans les normes. Vous avez vu? Et ce n'est pas le cas. Vous avez vu? Bon, souvent, quand on dit, on vous prend la version, là où je suis, c'est que dès que les gens vont entendre ce débat, ils vont me donner tous les noms d'oiseaux. Mais contrairement à vous, hein, d'autres pensent que cet examen du CEP doit être supprimé et au nombre des arguments avancés, eh ben, c'est que l'organisation du CEP ferait engloutir des sommes faramineuses à l'État. Alors, l'argument de la cherté de cet examen, est-il valable selon vous? Non, ce n'est pas valable. Vous voyez, bon, les gens s'investissent pour des trucs inutiles. Par exemple, si c'est pour un examen où on doit avoir la qualité, il vaut mieux investir. Vous avez vu? Bon, au lieu d'investir pour des futilités, bon, moi, je préfère qu'on investisse et qu'on ait la qualité. Et que, à ce niveau, moi, par exemple, il faudrait même, depuis la salle d'examen, qu'il y ait une rigueur. Moi, par exemple, dès que je rentre dans les salles, même quand je suis chef-centre, quand j'étais chef-centre, je leur disais, il y a le code de l'examen. Un pied dehors pour chacun. Et on ne passe pas d'instruments. Parce que par là, on triche. On ne passe pas d'instruments. Ça dit, si tu ne connais pas là, il vaut mieux rester, te coucher, on te réveille. Et l'année suivante, c'est comme ça. Vous avez vu? Parce que moi, j'ai appris à mes propres enfants, ils ne sont que 2, je leur ai appris qu'il faut travailler. Qu'il faut travailler tout le temps, il ne faut pas attendre papa. Parce que je ne vais pas aider un enfant. Le jour de ma mort, quand l'enfant a tout le bagage qu'il faut, il sera en train de pleurer, de mouiller sa feuille de composition, mais il va terminer, il va réussir.
Ça nécessite un recyclage aussi de nos enseignants. On doit leur faire des formations de temps en temps pour les mettre au pas. Nécessairement, vu leur niveau. Vous savez, même quand on parle de la baisse du niveau, ça date de longtemps. Oui. Nous, on a eu le CEPE, moi j'ai eu le CEPE. Bon, quand moi j'étais encore enseignant, quand j'ai commencé l'enseignement, c'est qu'on a commencé par parler de ce faible, de ce fang, à partir du CME. Et tout ça, là, ça a rabaissé complètement le niveau. Déjà, ces enseignants-là sont devenus enseignants. Oui. Vous avez vu? Ces apprenants-là sont devenus enseignants. Et vous voyez, je dis, le médiocre ne peut pas donner des gens médiocres. Il ne donnera que des gens mauvais. Parce que tu ne peux pas... Ça dit, c'est toujours au rabais, compte tenu de vos capacités. Vous avez vu? Donc, il faudrait quand même revoir. Et revoir avec des gens consciencieux, des gens qui sont à la tête, qui ont de l'éthique, qui sont honnêtes. Autrement dit, vous êtes d'avis avec cette réforme du gouvernement d'évaluer les enseignants. C'est normal. C'est la moindre des choses. Ça veut dire, vous savez, bon, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire sur le plateau. Parce que lorsque vous allez à des corrections, des enseignants sortis de l'école normale, qui doivent sortir de l'école normale, où vous avez des enseignants qui ont 30 fautes, qui ont autour de 100 fautes. Et on vous dit, par exemple, donc le meilleur, il faudrait accepter 30 fautes. Moi, je dis non. Normalement, pour moi, par exemple, si ça ne tenait qu'à moi, mais comme une seule hirondelle ne fait pas le printemps, c'est qu'il doit avoir 0 faute. Oui. Vous avez vu? Parce qu'il faudrait qu'ils transmettent quand même de bonnes connaissances à l'enfant. Avec 30 fautes, je ne sais pas ce qu'il peut transmettre. Parce que moi, je suis vraiment... Vous savez, je n'ai pas la langue dans la poche. C'est pourquoi les gens, ils n'aiment pas m'associer à certaines choses. Très bien, mais dites-nous, est-ce que le maintien de cet examen ne serait profitable qu'aux élèves? Non, ça serait profitable même à l'État. Vous savez, lorsque, par exemple, on maintient cet examen, et on le fait dans de bonnes conditions, c'est que, vous savez, l'enfant qui évolue, il évolue quand même avec un bagage intellectuel. S'il est bien préparé, s'il a une bonne base, c'est que son cursus est facile. Son cursus est facile. Parce que vous savez, ce pourquoi j'ai parlé, vous avez parlé de 100%, j'ai dit que ce n'est pas les 100% d'autres régimes. Oui. Bien sûr. Vous avez vu? Parce que depuis que le président Talon est arrivé, vous savez, on a toujours une année scolaire de 9 mois. Oui. Alors que dans ce pays, vous savez, on a fait 5 mois. Bien sûr. Et on a passé les enfants. Oui. Alors que, donc, ce qui veut dire qu'il y a certaines connaissances qu'ils n'ont pas acquises. Oui. Vous avez vu? Donc, on ne travaille plus dans les mêmes conditions. Vous allez voir que les enfants qui ont été formés sous le président Talon pour 9 mois, ça dit ils seront très performants par rapport à... On ne va pas comparer. Bon, non, en tant que spécialiste de l'enseignement, parce que j'ai fait les deux. Oui. Et depuis que je suis à la retraite, je me renseigne, je me cultive tous les jours. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, on pourrait peut-être allier également l'enseignement au primaire avec l'enseignement des métiers manuels aussi, pour permettre... Une formation technique pour permettre à l'enfant, dès qu'il a le CEPE, s'il n'a plus envie de poursuivre, tout au moins de commencer un métier manuel, la menuiserie... Bien sûr, tout en suivant ses talents. Oui, tout à l'heure, je vous disais qu'il faudrait un apprentissage pour leur apprendre. J'avais dit ça tout à l'heure. Oui, vous avez vu? Parce qu'au moment de la Révolution, vous savez, chez nous, c'est que dès qu'un régime passe, on efface tout. Au moment de la Révolution, ça a permis quand même à beaucoup. Paix à l'âme de Otto Stanislas. Ce n'est pas la coopérative. Quand on était au collège, on était promotionnaire. Et puis, Angélique Kidjo, c'était la même chose. À Guégamin, c'est toujours les activités coopératives qui leur ont permis. Vous avez vu? Donc, si on peut associer cela, c'est que des enfants, quand même, qui ne sont pas doués à faire un long cursus, peuvent sortir avec un métier. Vous avez vu? Il faudrait qu'on y pense. Ce n'est pas seulement les lycées techniques qu'on a créés dans les secondaires, mais il faudrait qu'on y pense aussi aux primaires. Eh bien, ce sera votre mot de fin, Adrien Akani, Ulvaïs Balogun. Je crois que votre examen sera maintenu. Vous avez répondu. Avec M. Akani, il faut maintenir cet examen. Merci à vous, M. Akani, pour vos précisions. C'est donc tout pour Week Echo de ce dimanche que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj, mais également sur la page Facebook de Bénin Business 24. Portez-vous bien et à dimanche prochain.